Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour à tous, Monique Ayoun au micro. Bienvenue dans le grand entretien. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Fabian. Françoise Fabian qui a tourné... Bonsoir. Qui a tourné près de 70 films avec les plus grands réalisateurs, Louise Buñuel, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Lelouch et bien d'autres. On sait que Françoise Fabian est une immense comédienne, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi milité. Elle s'est beaucoup engagée dans la cause des femmes dans les années 70. Elle a accompagné les actions de Simone Veil et de Gisèle Halimi. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous avoir à mes côtés. Il est vrai que pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, Françoise Fabian charrie avec elle un mystère, quelque chose de mythique et de légendaire. Comment oublier Manu chez Maud, ou bien Raphaël ou le débauché, ou encore La bonne année de Claude Lelouch. Françoise Fabian, encore bonsoir, comment allez-vous ? Je vais pas mal. J'ai un projet avec Claude Lelouch, oui. Qui sera la suite de La bonne année. De La bonne année. La suite, en effet, de La bonne année. Et il va faire toutes les suites de toutes les bonnes années qu'il a faites. Ah oui. Oui. Et vous m'avez dit qu'ils étaient venus chercher vos vêtements chez vous pour reconstituer le passé. Bien sûr. C'est ça ? Oui. Donc là, c'est pour bientôt, c'est votre prochain tournage. C'est ça. Alors, je viens sur votre parcours. Vous êtes une fille de la mer. Vous avez grandi sous le soleil de l'Algérie. Mais ce n'est pas la guerre qui vous a amené à Paris, c'est l'amour de la littérature et du théâtre. Car comme votre première passion, comme vous me le dites vous-même, votre premier rêve, c'est la littérature. Depuis toute petite, depuis toujours, vous lisez énormément. Oui, j'avais le charme d'un père qui était professeur de littérature et qui avait une bibliothèque gigantesque dans laquelle je me suis nourrie et qui m'a formée vraiment et qui lui a donné confiance en moi, justement parce que j'aimais la littérature. Et votre père, vous lisez aussi de la littérature, je crois que vous m'avez dit des textes. Il vous lisait les textes de Victor Hugo ? Oui, mon père, le soir, comme il n'y avait pas de radio ni de télévision, le soir, il nous lisait des romans. C'est comme ça que pendant des soirées entières d'hiver, sous la neige, on lisait, il nous a fait lire, alors, le nom m'échappe. Les Misérables. Les Misérables. C'est Les Misérables. Les Misérables, c'est cool. Les Misérables. Oui. Et j'étais toute petite et je trouvais que Les Misérables était une chose absolument extraordinaire. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et après, je me suis mise à beaucoup d'écrivains. Beaucoup. Et j'aime beaucoup votre voix. Vous avez une voix extrêmement mélodieuse. Et c'est comme ça que je vous ai téléphoné un jour pour dire, est-ce que vous accepteriez de dire un poème ? Un poème que vous connaissez par cœur. Un poème que je connais par cœur. J'ai commencé dans ce métier avec Baudelaire. Oui. Et le professeur m'a dit, montez sur scène pour voir et dites-moi quelque chose que vous connaissez par cœur. Et je lui ai dit, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. Tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur des baisers et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon, voilés de vapeur rose, que ton sein m'était beau, que ton corps m'était doux. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Et à cause de ce poème-là,
mon professeur trouvait que j'étais douée. Elle a dû être Et elle charmée. a dit, vous devriez quand même, je ne sais pas, donner des leçons. Elle s'appelait Paul Granier. Elle s'appelait Paul Granier. Oui. Et elle me dit, je lui donnerai des leçons pour rien, parce qu'elle est douée. Et j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup la faire travailler. Et puis j'ai travaillé 1 an avec elle, et elle a demandé à mon père de faire le sacrifice de m'envoyer à Paris, me présenter au Conservatoire d'art dramatique. Ce que j'ai fait, mon père a fait le sacrifice, étant professeur et ne gagnant pas beaucoup d'argent, et moi n'en recevant pas beaucoup, je suis allée à Paris. Mais votre mère n'était pas très contente. Ma mère souffrait beaucoup. Elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Elle avait peur, comme toute femme avait peur à cette époque-là. Et alors que mon père me faisait entièrement confiance. Et moi aussi. C'est extraordinaire la confiance qu'il vous a fait pour laisser, à cette époque, laisser monter une fille en métropole. Non, mais il avait très confiance en moi. Oui. Oh oui, il savait très bien que je ne me laisserais pas faire. Vous étiez sa chouchoute. Ouais, j'étais pas sa chouchoute, non. Mais j'étais son petit général. C'est-à-dire que je ne me laissais pas faire. Il m'appelait mon petit maréchal, mon petit général, mon petit soldat, parce que il savait très très bien que j'avais beaucoup d'autorité. Même petite, j'avais beaucoup d'autorité. Oui, une autorité naturelle. Oui, je pense, oui. Vous saviez vous défendre. Oui. Je savais me défendre et je savais en rire. En rire? Oui, en rire aussi. Et c'est pour ça qu'il vous a fait confiance, alors? Toujours. En tout cas, Françoise Fabien, vous avez été une femme libre avant l'heure. Est-ce que c'est votre père qui vous a inculqué cette liberté? Comment vous avez su être aussi libre? Que vous a appris, par exemple, votre mère en Algérie? Est-ce qu'elle vous a appris la liberté? Pas du tout. Ma mère était une femme, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, à la maison, qui faisait la cuisine, etc., qui faisait des belles robes, qui était ravissante, qui aimait les bals, qui aimait les sorties. Mon père était quelqu'un de sauvage, qui aimait la pêche, qui aimait la solitude, qui aimait la poésie, qui aimait la musique. Et ils étaient totalement différents tous les deux. C'est bien que j'ai pris de chacun ce qu'il avait de meilleur, je pense. J'ai pris la légèreté de ma mère, la coquetterie de ma mère, l'esprit de ma mère, et j'ai pris aussi la profondeur, la gravité et la justice politique de mon père. Oui, parce que c'était un homme très investi politiquement, oui. de gauche, et vous m'aviez dit que vous aviez vendu avec lui l'Humanité. Je vendais le dimanche matin, je vendais l'Humanité dans les rues avec lui. Ah oui. Oui. Donc il vous a appris aussi le sens de la justice. Oh non, oui, le sens de la justice, je l'ai toujours eu, je crois. Ah oui. Oui. Là, je ne peux pas supporter la justice. Je ne peux pas supporter. Ça m'empêche de vivre. Alors, il y a beaucoup de choses injustes qui doivent vous empêcher de vivre. Beaucoup de choses qui m'empêchent de vivre, surtout maintenant. Oui. Et revenons à vos parents. Quel couple formaient-ils? Est-ce que c'était un couple qui s'aimait? Mes parents, oui, ils s'aimaient. Ils le montraient très très peu. Ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ma mère cousait, elle nous faisait des belles robes, elle était couturière? Elle était couturière, elle était délicieuse, elle était très, très jolie, très coquette, et elle aimait que ses filles soient belles coquettes. Et au contraire, mon père préférait que ses filles soient littéraires, plutôt littéraires et plutôt... intellectuel. Plutôt intellectuel, oui. Donc vous avez réuni les deux. Et j'ai réussi à réunir les deux. Je me demande vraiment comment. Oui, c'est pas évident. Ouais. Mais votre mère, elle a souffert de ne pas avoir fait d'études et elle vous a dit d'être indépendante. Ah oui, elle a insisté ma mère a eu un sens de la justice. Ma grand-mère a eu 9 enfants.
Et sur ces 9 enfants, tous les garçons ont fait des études et les filles étaient à la cuisine. Et je n'ai jamais supporté ça. Jamais. Ah oui. Jamais cette séparation entre les études, les devoirs, la connaissance et tout ça, et puis la cuisine, le service, les choses très très jolies, bien sûr, ravissantes, la mode, elle cousait à la machine, très très, très jolie, mais elle n'était absolument pas cultivée. Elle a souffert de ne pas avoir d'études et elle voulait que vous en fassiez. Oui. Elle voulait absolument que je fasse des études et que ma sœur fasse des études. Oui, mais elle voulait. Et d'ailleurs, au départ, vous vouliez faire une licence de lettres. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et finalement, vous avez j'ai fait une licence de lettres par rapport à travers le théâtre. Oui, tout à fait. Oui. Parce que je lisais beaucoup. Oui. Ma mère me disait, mais va prendre l'air un petit peu, va te baigner, marche, cours, mais ne reste pas tout le temps enfermé dans ta chambre à lire. Écoute, et une vie un peu physique comme ça. Et elle supportait mal que je sois tout le temps en train de lire dans mon lit et que je sois tout le temps ou dans le jardin, en train de me régaler, de rire de tout ce que je lisais. Mais lire m'a fait vivre. Oui, vous vous souvenez ce que vous lisiez adolescente? Oui. C'est quel Oui. Est-ce que c'était Camus, Proust, Romain Gary, je ne sais pas. Gary, évidemment Gary, Proust, Camus, la comtesse de Ségur, pourquoi pas. Ah oui. Mais bien sûr, c'était très joli, la comtesse de Ségur. Le général Dourakine, c'était très très joli. Oui, et puis des tas de choses qui me tombaient de la bibliothèque de mon père. Ah oui, vous étiez une lectrice. Oui. Il surveillait pas mon père mes lectures. Il regardait, il approuvait. Il m'a jamais dit ni oui ni non, jamais. Ah oui. Non. Donc il était très libéral. Très. Ah oui. Et une petite parenthèse à propos de Marcel Proust. C'est comme ça que je vous ai rencontré. C'est sur scène. J'étais vous voir dans les loges après le théâtre, après la pièce où vous avez lu Marcel Proust. Monsieur. Avec, ça s'appelle Marcel à la recherche du temps perdu. Et c'était assez extraordinaire parce que c'était avec un rappeur. Le rappeur, j'étais surprise moi-même, Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, c'est un poète. Puccino, un poète rappeur. Oui. Et donc, vous avez aussi chanté sur scène. Bien sûr. Voilà. Mais oui. Donc, c'était ce spectacle que j'ai été voir et qui m'a beaucoup surprise. Et, moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. Pourquoi? Parce que la mise en scène était complètement dingue. Elle n'avait rien à voir avec Proust. Elle n'avait rien à voir. Mais c'est justement ça qui était charmant. C'était tout d'un coup le côté bienfaisant de l'univers de Proust, pas sérieux, pas aride, pas comme il faut. C'était assez fantaisiste cette mise en scène. C'était très très fantaisiste et c'était très très joyeux. Et des jeux de lumière, des acrobates. Des lumières, des danses, de la danse, oui. Du par cœur, des choses comme ça. Et ça, moi, j'ai aimé beaucoup ça plutôt que une pièce classique, quoi, sur une lecture de Proust. C'est pas du tout classique, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Quand vous avez accepté, vous ne connaissiez pas la mise en scène. Vous avez accepté ce projet. J'ai attendu. J'ai regardé, je pensais, je me posais des questions. Je me disais, tiens, pourquoi il fait ça? Ah ben, c'est pour ça. Pourquoi il fait ça? Tiens, c'est pour ça. Il y avait de telles raisons pour qu'il fasse. Et puis, quand on travaille avec un metteur en scène, il faut lui faire confiance. Vous lui faites confiance. Oui, bien sûr. Et vous le connaissiez, Oxmo? Pas du tout. Oui, je le connaissais, mais par personne interposée, c'est-à-dire que par d'autres pièces. Ah oui. Pour avoir fait de la mise en scène. Vous avez fait sa connaissance à propos de ce projet, oui.
Alors, Françoise Fabian, vous avez passé votre enfance en Algérie, mais vos ancêtres sont polonais et catalans. Vous avez découvert, je crois, assez récemment que votre mère était juive. Comment avez-vous appris cela? Est-ce que c'est récent? Pas du tout, mais pas du tout récent. Ah, alors j'ai mal compris. J'ai mal compris, je pensais que c'était une découverte récente. Je voulais l'histoire. J'étais juive sans le savoir. On n'a jamais parlé de religion chez mes parents. Ni juifs, ni catholiques, ni protestants. Jamais. Tout à fait laïque. Complètement laïque. Complètement laïque. Et j'ai su que la juiverie, ça existait à travers l'amitié. Dites-moi, la juiverie, c'est pas très joli comme terme. C'est affreux. Oui, je comprends. C'est affreux, mais c'est pour ça que je le dis. Ah bon? Parce que nous étions 3 filles. 3 filles et nous étions très, très, très proches. Toutes les 3, et nous étions très, très complices, toutes les 3. Alors, il y en avait une, moi qui suis d'origine catalane et polonaise, une jeune fille qui était française, et puis l'autre, à un moment donné, je dis, tu sais, Odette est juive. Ah oui. Un blanc. Ah oui. Mais je pensais qu'elle allait me gifler. Elle me dit, elle est juive, avec un mépris que j'ai trouvé, mais à tuer. Je lui aurais laissé mon poing dans la gueule. Avec ce mépris, et je ne l'ai plus jamais revu. Je lui dis, jamais plus je ne te reverrai, jamais plus je ne te dirai bonjour. Ah, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle est juive, avec cet esprit de mépris. Tu oublies notre amitié, tu oublies notre passé, tu oublies tout ce qui nous a réunis. Tout ça parce qu'elle est juive. Mais c'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux. Et à partir de ce moment-là, ça a été pour moi une leçon qui a duré toute ma vie, toute ma vie, qui dure encore et qui durera toujours. Quelle leçon? Oui. Le mépris, ce mépris d'une petite jeune fille de 14 ans, de 13-14 ans. Mais j'ai pas très bien compris quand vous avez appris que vous étiez juive. Vous l'avez appris quand? À quel âge? À 13 ans, 14 ans Non, c'était comme ça. Ma grand-mère était juive polonaise. Oui, de Cracovie. De Cracovie. Elle était juive polonaise de Cracovie. Mon grand-père était catalan de Barcelone. Mais on vous l'a pas dit? Vos parents vous l'ont pas dit? Mais non, on n'en a jamais parlé. Jamais nous n'avons parlé de ça. Jamais. C'est pour ça que j'étais complètement stupéfaite quand elle m'a dit ça. Et je ne l'ai plus jamais rencontré. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est une anecdote qui n'intéressera personne. Je jouais au théâtre avec Rachida Brakni. Je jouais une pièce de... bref, les noms ne me viennent pas. Et j'ai reçu une lettre en disant, j'aimerais beaucoup voir cette pièce-là, ça me ferait tellement plaisir d'avoir des souvenirs. Et signé Janine Bornand. Et Janine Bornand, c'est un nom dont je me souviendrai toujours. Parce qu'elle s'appelait Janine Bornand. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Pourquoi vous vous souviendrez toujours de... Mais parce que je ne me souviens jamais des noms. D'accord, oui, d'accord. Je me souviens pas des noms, mais de celui-là. Ah oui, ça a été... Celui-là qui était mon ami. Ah oui. Et qui s'appelait comme ça. Et qui m'a dit... Ah oui, non, quelle horreur, d'accord. Mais là, le côté... Ah oui. Ah non, mais c'est pour moi, ça a été un coup de poing. Oui. Mais savoir que vous êtes juive, ça a changé quelque chose dans votre vie? Surtout la mienne, je ne l'ai plus jamais revue. Ah oui, d'accord. Ah oui, je l'ai complètement méprisée. Bien sûr. Oui. Alors, je sais que vos pensées n'ont jamais quitté l'Algérie. Le mot Algérie, quelles images vous viennent quand je prononce le mot Algérie? Quelles images vous viennent?
Je sais très bien ce que vous allez me dire, mais dites-le. Vous m'avez... Toutes les images. Toutes les images. Toutes les images, beaucoup d'images. Le Chenois, la plage du Chenois où nous allions nous baigner. Tipaza. C'est Tipaza. Tipaza avec les ruines romaines. Toutes ces fleurs, toute cette douceur de vivre, tout cet humour aussi, beaucoup d'humour, beaucoup la beauté. Mon grand-père avait une maison, un hôtel qui était au milieu d'un terrain où il y avait des fouilles archéologiques. Et j'ai vu sortir des tombeaux de ça, j'ai vu sortir des statues de ce terrain. J'ai été élevée là-dedans. J'ai été élevée dans la beauté, et la beauté pour moi est une chose essentielle, presque ennuyeuse. Mais pour les autres peut-être, mais pas pour moi. Et vous êtes retourné en Algérie en 68 ? Non. Je pense. Vous n'êtes pas retourné. Vous m'avez pas dit que vous êtes retourné à l'occasion du tournage de Z ? Non. Ah non. Je ne suis pas retournée à l'occasion du tournage de Z parce qu'il m'a dit viens, nous sommes invités sur un bateau, c'est formidable, le metteur en scène. Mais c'est très long ce que je vous raconte là. Le metteur en scène a un bateau, il nous offre son bateau, etc. Je suis arrivée à Alger. D'abord, je suis arrivée à Alger. Je vous raconte les histoires comme ça ? Oui. Ça va durer mais tout à fait, non, mais j'ai... Alors, le douanier m'a ouvert la fenêtre. Oui. La fenêtre. Oui, la fenêtre. Il y avait tous les journaux français. Oui. Qui était là, que Costa m'avait demandé de prendre. Mmh. Et puis, il y avait le disque de Théodorakis qui devait... D'accord. Et il est venu, il a déchiré tous les journaux, il a cassé le disque sur ses genoux, et pour vraiment détruire tout ce qui venait de France. Oui. Et là, j'étais vraiment muette, je savais pas quoi défendre. J'étais tellement stupéfaite que... Et il y a le directeur, enfin le directeur des douanes qui est venu et qui s'est excusé et qui m'a dit, Madame, vous savez, c'est très récent, il faut leur pardonner. Ah oui. Et je leur ai dit, non, je leur pardonnerai jamais. Jamais. Alors on va écouter l'une de vos chansons, Ce diable d'homme de Charles Aznavour, car vous chantez aussi. En 2018, vous avez sorti votre premier album musical. Vous êtes une artiste très libre qui n'est jamais là où on l'attend et qui n'a cessé tout au long de sa carrière de nous surprendre, au point que vous avez commencé à chanter sur scène à l'âge de 85 ans. On écoute donc Ce diable d'homme. Je croyais à l'amour idyllique et céleste. J'ai peut-être un peu trop rêvé au cinéma. Ma province natale avait déteint sur moi, et je vivais tranquille, sans haut et sans bas. Mais je me suis donné sans opposer un geste. Et quand je dis donner, le mot est faible en soi. Un jour, un ouragan s'est abattu sur moi, dévastant mes printemps qui n'en revenaient pas. Ce diable d'homme, cette tempête, moitié enfant et moitié loup, parfois sérieux, plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête et mon cœur sans dessus-dessous. Ce diable d'homme, gorgé de sève, ce personnage hors du commun, n'obéissant qu'à ses instincts, qu'avait pas de place en mes rêves, j'en rêve. Ce diable d'homme, c'est le mien.
Il est omniprésent, il s'agite et discute. Il déborde de vie, qu'il en est fatigant. Il m'achète des roses et m'impose des gens que je ne connais ni des lèvres ni des dents. Au lit, j'ai l'impression de vivre dans la hutte d'un géant primitif venu du fond des temps. Lorsque, broyant mon corps, il me dit véhément: il va falloir penser à se faire un enfant. Ce diable d'homme, cette tempête, moitié enfant et moitié loup, parfois sérieux, plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête et mon cœur sans dessus-dessous. Ce diable d'homme, gorgé de sève, ce personnage hors du commun, n'obéissant qu'à ses instincts, qu'avait pas de place en mes rêves, j'en rêve. Nous sommes toujours avec Françoise Fabian. Alors, ce diable d'homme, qu'est-ce que ça vous égoppe? Moitié enfant et moitié loup, c'est une chanson d'Aznavour? C'est une chanson d'Aznavour qui a compris que j'aimais et qu'un homme m'aimait. Donc, passionnément, donc il a écrit cette chanson. Est-ce qu'il peut évoquer pour vous votre mari Marcel Bozoufi? Bien sûr. Bon, très bien. Et donc, c'est la grande histoire de votre vie. Oui. Et vous dites même que vous lui parlez dans vos rêves. Oui. Vous lui parlez toujours? Bien sûr. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que je lui dis? Oui. Mais ça ne vous regarde pas. D'accord. Quel genre d'homme était-il? C'était un homme idéal. Ça existe? Le mien, oui. Parce qu'il était très gentil. Il était très caressant. Il était très drôle. Il était comique. Et il avait le sens de l'amitié, formidablement. Et en même temps, il était très sévère. Il était très... Il acceptait pas beaucoup les choses qui ne lui plaisaient pas. Il était quelquefois assez brutal dans ce qu'il n'aimait pas. Mais il était ou tout l'un ou tout l'autre. Il était, oui. Oui, voilà. C'était un vrai mec, quoi. Ah oui. Oui. Et vous avez travaillé aussi avec lui? J'ai travaillé avec lui. J'ai fait le premier film avec lui, il a fait 7 films avec... oh, bon sang de la vie, je me souviens pas des noms, c'était épouvantable. Enfin bon, bref. Il a fait 7 films avec un grand acteur. Et puis, le 7e film, il l'a fait avec moi. D'accord. Et puis voilà, nous nous sommes gardés. Extraordinaire. Très belle histoire d'amour. Alors, on revient à votre parcours. Donc, vous partez d'Algérie à l'aube des années 50, loin de votre Méditerranée natale, et vous entrez au conservatoire, et vous, jeune femme seule à Paris, et sans le sou, vous avez pour protecteur une bande de joyeuderie qui s'appelle Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort ou Jean-Pierre Mariel. Comment avez-vous vécu cette période? Ça devait être euphorique. C'était absolument délicieux. J'étais d'une innocence incroyable. Parce que moi, j'étais très surveillée par mes parents quand même. Et puis j'avais des copains, il fallait que je fasse attention. Il y avait des gens qui avaient la main à l'est. Donc moi, je me suis toujours défendue. Et à Paris, au contraire, j'ai trouvé des garçons qui me protégeaient. Qui vous protégeaient, qui vous ont pas fait la cour? Non. Extraordinaire. Non, ils m'ont pas fait la cour. Belle comme vous étiez? Non, ils m'ont pas fait... oui, mais je savais pas que j'étais belle. Oui, vous m'avez dit que vous ne saviez pas que vous étiez belle. Ça m'a complètement surprise. Je savais pas que j'étais belle, je savais que j'étais pauvre.
Alors, tous mes amis avaient leurs parents, leur famille. Ils avaient de l'argent pour aller au resto U. Tandis que moi, ah oui, vous viviez dans des chambres de bonne. Moi, je vivais dans des chambres de bonne, dans petits hôtels sans chauffage. Je vivais... Et je m'amusais bien. Parce que j'avais des camarades qui m'aimaient bien, que j'aimais beaucoup, que j'estimais beaucoup, qui m'estimaient beaucoup aussi. Et c'était simple. C'était vraiment simple. C'était pas compliqué comme maintenant, oui. où tout est relativement pas très net, pas très joyeux, pas très lucide, alors que avant c'était l'amitié, on rigolait beaucoup, on se respectait. Moi, je respectais Jean-Paul, Marielle et tout ça. En plus, attendez, c'est que Jean-Paul, Marielle, ils étaient tous mariés. Ah, ils étaient tous mariés déjà à cette époque-là. Donc vous étiez beaucoup plus jeune qu'eux. Et oui, ils étaient mariés pour la bonne raison que au conservatoire, on ne pouvait rentrer on ne pouvait pas rentrer au-delà de 21 ans. Ah, d'accord. Donc, comme ils avaient l'âge, beaucoup étaient mariés. Alors, ils avaient leur femme, ils avaient leur maîtresse, ils avaient leur foyer. Et moi, j'étais seule. Et vous riez beaucoup ensemble? C'était des joyeux de rire. C'était des gens absolument... Oui, beaucoup. Lequel vous préférez? J'étais timide aussi, j'étais très timide parce que... Ah, vous étiez timide? Oui, parce que eux connaissaient plein de gens, ils connaissaient tous les acteurs du français, ils connaissaient tous les gens du français, ils allaient au français, ils prenaient l'ascenseur du français, ils allaient voir... ils étaient amis avec Hirsch, avec Charon et tout ça. D'ailleurs, j'ai travaillé avec eux après. Ah oui. J'ai travaillé avec eux. Avec les trois? Oui, avec les trois. Oui, mais eux, ils avaient fait beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. Oui, beaucoup de théâtre. J'ai fait surtout du théâtre. Beaucoup de théâtre. D'ailleurs, vous m'avez dit que votre vrai travail, c'est le théâtre. Alors que vous êtes connu, vous êtes très connu pour le cinéma, mais vous m'avez dit que le vrai travail pour vous, c'est le théâtre. Pourquoi? Le vrai travail, ça n'est pas un vrai mot. Le travail du théâtre est tellement différent de celui du théâtre, du cinéma, que au travail, on va jusqu'au bout du chemin. On commence un chemin et on va jusqu'au bout du chemin. Et si on va pas jusqu'au bout du chemin, on dévie et on trahit. Tandis que au cinéma, beaucoup de gens font du cinéma en même temps que vous. Vous n'êtes pas seul à faire du cinéma. Il y a les metteurs en scène, il y a les autres acteurs, il y a tout le monde. Tandis qu'au théâtre, on a l'impression qu'on va jusqu'au bout du chemin. Et qu'il faut aller jusqu'au bout du chemin. Il y a vraiment... Alors, en arrivant à Paris, vous vous appeliez Michel Cortès. Oui. J'aimerais savoir quand vous êtes devenue Françoise Fabian. Je suis devenue Françoise Fabian parce que... les noms, vous savez, c'est épouvantable pour moi. Pour tout le monde. Il y a un acteur du français qui était acteur du français. Ça me reviendra peut-être plus tard. Ça reviendra plus tard, qui m'a vu devant le théâtre de la Madeleine. Et devant la Madeleine, il y avait un bar avec un truc. Et moi, j'ai accompagné 2 copains qui voulaient faire un petit peu de télévision, enfin avec ce metteur en scène. C'est très confus ce que je vous raconte là. Non, parce je comprends très bien, c'est pas du tout un problème. Oui. Non, mais et moi, je les attendais devant le café. Voilà. Alors que eux étaient rentrés pour voir le metteur en scène dans le théâtre. Et moi, j'attendais dans le café. On devait aller au cinéma ensemble. Et voilà. Et moi, j'étais élève au conservatoire. Bon, très bien.
Et puis, je pensais pas du tout faire du théâtre. J'étais en première année, bon. Et puis là-dessus, les garçons sortent, et il y a un vieux monsieur, petit monsieur, avec lequel je suis restée très amie, qui était l'ex-directeur, un des directeurs du journal, grand magazine. Le Point, le Matin, l'Express. Ouais. Quelque chose comme ça. Comme ça, voilà. C'est pas grave. Voilà. Qui était venu écrire la pièce. Il est venu écrire la pièce, et puis il était venu là, par hasard, cet après-midi-là. C'était un dimanche après-midi. Il est venu, il m'a dit, « Mademoiselle, est-ce que vous voudriez faire du théâtre ?» Je dis, « Mais monsieur, de quoi vous mêlez-vous pourquoi vous me demandez ça ?» Il me dit, « Mais c'est parce qu'il y a à l'intérieur de ma pièce, là, qui se joue en ce moment, une fille qui vous ressemble et qui est tout à fait votre type. » Mais je lui dis, « Mais monsieur, moi je suis élève au conservatoire, je suis pas là pour faire du théâtre comme ça. » Il me dit, « Je voudrais vous présenter à Jean Meyer. » Il m'a présenté à Jean Meyer. Jean Meyer a trouvé que j'étais le personnage et m'a engagée. C'est comme ça que je suis partie du conservatoire pour faire du théâtre. Et comment vous avez changé de nom ? Alors, j'ai changé de nom pour la bonne raison que, comme j'étais née sous le nom de ma naissance, Cortès. Michel Cortès, je n'avais pas le droit. J'avais le droit de jouer à la Comédie Française sous le nom de Michel Cortès, mais je n'avais pas le droit de jouer en privé sous le nom sous lequel j'ai été inscrite au conservatoire. J'étais inscrite au conservatoire donc sous le nom de Michel Cortès. Il fallait que pour un théâtre privé, il fallait que je change de nom. On peut pas t'afficher sous ton nom. On peut pas t'afficher. C'est comme ça que j'ai changé de nom. Et comment ça vous est venu, Françoise Fabian ? Eh bien, Fabian, c'était un de mes amis que j'appelais Fabian, que j'aimais beaucoup, que je trouvais très très beau, très 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 anglais, très très charmant, que je trouvais Fabian. Je trouve c'était joli Fabian. Et comme Fabian Cortès, ça n'allait pas beaucoup, c'était pas bien. Phonétiquement, c'était pas bien. Ça vous est venu comme ça. Voilà. Ça vous est venu comme ça. Je m'appelle Françoise, voilà. Je m'appelle Françoise Fabian. Alors moi, ça me fait penser à Françoise Sagan, parce que c'était votre grande amie. Oui. Et je sais que vous avez passé beaucoup de temps jusqu'à la fin. Mais Françoise s'appelait vraiment Françoise. Elle s'appelait vraiment Sagan. Ah non, je pense pas. Bah, vous croyez ? Ah oui, non, c'est pas un nom. Racontez-moi. Ah, je me souviens plus du nom, mais elle s'est inventé un nom, oui. Elle s'est inventé un nom aussi. Elle s'est inventé Sagan ? Oui, tout à fait. Ça, c'est Quaraise. Ah. Elle s'appelait Quaraise. Ah, bah vous voyez, ça vous est venu. Oui. Avant moi. Elle s'appelait Françoise Quaraise. Voilà. Ben, elle a bien fait de s'appeler Françoise Sagan, ça sonne mieux. Bon, ben voilà. Alors non, je voulais savoir, je sais que vous avez passé une amitié, que vous avez une amitié extraordinaire. Oui. Et qu'elle vous demandait de lire pour vous. Oui. Elle me demandait de lire pour elle des poèmes, des textes. Parce qu'elle adorait votre voix. Oui, elle aussi. aime bien ma voix, puis elle aimait bien ce que je disais. Elle aimait bien. On aimait la littérature toutes les deux. On était très, 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 très amoureuses de littérature. On avait nos écrivains préférés, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Mais vous m'avez dit que même la nuit, au milieu, parce qu'elle dormait pas, même jusqu'à 4 heures du matin, vous deviez lire quand on était une bande, on était invités chez elle. Elle dormait pas. Alors, jusqu'à 4 heures du matin, elle disait, « Oh, Minou, lis-moi ce texte de Baudelaire, là. Lis-moi ce Verlaine qui est tellement merveilleux. Lis-moi ce... » Je dis, « Écoute, il faut que j'aille dormir. » Elle vous appelait Minou. Minou. Je suis fatiguée. Mais non, mais encore un. Elle dormait pas. Mais vous m'avez dit que vous aussi, vous étiez un peu insomniaque. C'est vrai ? Je le fus. Ah, mais plus maintenant. Oui, je le fus.
D'accord. Alors, il y a une chose un film dont j'aimerais beaucoup parler. C'est un film très audacieux car il brise un tabou. Je veux parler de Rose, le très beau film d'Aurélie Saada, Oui. qui est assez récent puisque c'était il y a 3-4 ans. C'est mon dernier film, oui. Oui. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'adore ce film. Rose, 80 ans, vient de perdre son mari qu'elle adorait. Elle a perdu son mari, les enfants sont grands. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ? Et puis, il suffit qu'elle fasse une rencontre pour que le désir de vivre revienne. Alors, vous avez ce rôle, vous allez très très bien. Je trouve, oui. Je trouve, oui. Vous avez tout de suite dit oui à Aurélie Saada quand elle vous a présenté. Bien sûr. Bien sûr. Bon, parce que c'est tellement vrai. C'est un film tellement vrai. C'est un film... Elle est veuve, elle a des enfants, la vie pour elle n'a plus beaucoup d'intérêt. Elle fait le ménage, elle fait la cuisine, elle travaille avec ses petits-enfants et tout ça. Elle ignore qu'elle est une jolie femme et qu'elle a encore une forme de sex appeal, forme de regard féminin, oui. Comme ça qu'on ne fabrique pas. On a un regard féminin qu'on ne fabrique pas. Et puis, elle fait la connaissance de ce jeune garçon-là, qui n'est pas du tout contre, qui la trouve très belle. Très belle et très charmante, et avec laquelle elle a une histoire qui déplaît fortement à ses enfants. Oui, parce que ses enfants sont beaucoup plus conventionnels qu'elle. Les enfants je sais pas. Et elle s'autorise. Elle a assez de liberté. Elle pourrait, à son âge, ne pas s'autoriser. Elle s'autorise, comme beaucoup de femmes devraient s'autoriser d'ailleurs. Oui. Et ça, il faut avoir la liberté pour accepter d'être libre et d'aimer. Par exemple, un homme plus jeune, toutes les femmes ne pourraient pas se l'autoriser, c'est vrai. Absolument. C'est très très beau ce film pour ça, parce que c'est une exaltation de la pulsion de vie. C'est-à-dire qu'on a le droit de vivre et on a envie, le désir de vivre, et le désir tout court, c'est à n'importe quel âge. C'est pas parce qu'on est arrivé à un certain âge qu'on n'a plus le droit de rien. On a le droit de manger, on a le droit de danser, on a le droit d'aller au cinéma, on a le droit de baiser, on a tous les droits. On est vivant. Oui. On est vivant. Tant qu'on est vivant, on a tous les droits. Vous avez un grand amour de la vie, vous avez une grande joie de vivre en vous. Oui. Ça vous vient de l'Algérie ? Ça vient de vos parents. Mes différentes races. Alors, on va passer... J'aimerais écouter une chanson que j'aime beaucoup, qui est très très belle. Ça s'appelle L'idée. L'idée ? J'ai souvent caressé C'est magnifique. l'idée qu'un jour je partirai. Tant et si bien choyée que cette curieuse idée, je l'ai apprivoisée. Cette sombre idée, en fait, moi je l'ai transformée en un petit chat noir. C'est une chanson qui est à la fois profonde, caressante, qui vous enveloppe, qui vous entraîne. Oui. J'étais très touchée. C'est une chanson d'Alex Baupin. Oui, mais c'est une chanson envoûtante. C'est une chanson envoûtante. Les chansons rares. Parce que c'est une chanson vraie. C'est une chanson qui n'est pas fausse du tout. Elle n'a rien de faux, cette chanson. C'est-à-dire qu'Alex Baupin l'a écrit pour vous, et ça veut dire que vous lui avez parlé avant. Ça veut dire que vous lui avez dit que vous avez apprivoisé l'idée de la mort, comme il le dit dans la chanson. Je ne me souviens plus. Vous avez parlé de la mort avec lui ? Ah oui, bien sûr, on a parlé de beaucoup de choses avec Alex Baupin. Oui. Avant de commencer, c'est une chanson sur la mort. Avant de commencer le disque, on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup. Et je lui ai fait très confiance, il m'a fait très confiance. Non, mais cette chanson, vous dites qu'elle est envoûtante pour vous. Pourquoi ? Oui. Pourquoi elle est envoûtante pour vous ? C'est la musique, c'est les paroles, c'est quoi ? Oui, c'est magique, il y a des chansons qui sont magiques, on ne sait pas pourquoi. Les deux. Elles sont conjuguées.
Il y a une magie qui est Oui, conjuguée. oui, oui. Avec, vous avez beaucoup aimé travailler avec Alex Baupin. Beaucoup, beaucoup. Et je ne vous ai pas demandé avec quel réalisateur vous avez préféré. Là, maintenant, c'est presque la fin de l'émission, je suis en retard. Avec quel réalisateur vous avez beaucoup aimé travailler? Est-ce que c'est Claude Lelouch? Est-ce que c'est... Bien sûr, Claude Lelouch, avec Alex Baupin, avec Jean-Claude Carrière, qui m'a fait une chanson absolument magnifique, avec comment il s'appelle celui? Oh, il y en a. Avec Rick Romer. Oui, Romer. J'ai pas la mémoire des noms. C'est affreux. Mais là, on refera une deuxième émission. Vous reviendrez avec toutes vos notes, parce que là, je pense que c'est le moment de nous quitter. On a dit beaucoup de choses. J'étais ravie que vous soyez venue. Et merci beaucoup, Françoise Fabian, d'avoir accepté cette invitation. Non, mais c'est agréable comme tout. Puis on parle de choses intéressantes. En tout cas pour moi. En tout cas pour nous aussi. Oui. Pour nous aussi, c'était un vrai plaisir. Et j'adore cet album. Je recommande à nos auditeurs d'acheter votre album de chansons intitulé tout simplement Françoise Fabian. Et bien sûr, de revoir tous vos films. Voilà. Merci Françoise Fabian. Formidable. Merci beaucoup. C'est bien, c'est un cadeau que vous me faites là. Merci. C'est joli.